Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver en ce week-end. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 16 mai 2025, il est 8h. Et comme chaque matin, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Amel Arrivi nous rejoint comme d'habitude. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très Amel bien. est en forme aujourd'hui, n'est-ce pas? Le ciel a été plus que généreux cette semaine. Plus qu'il en faut même. Plus qu'il en faut même, voilà. Oui, c'est vrai. Bien sûr, alors il y a un bel adage que j'apprécie beaucoup qui dit que lorsque la pluie tombe, les esprits se lavent. Ah oui. N'est-ce pas? Ah, je suis tout à fait d'accord. N'est-ce pas? C'est pour ça que finalement, nous sommes... je suis de bonne humeur aujourd'hui. Nous sommes de bonne humeur, finalement. Alors ça a eu son impact, ah, n'est-ce pas? Très bien alors. Voilà, ça va Amel? Ça va très bien. Ça se passe bien? Oui, ça va. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, Amel, nous allons ouvrir, comme chaque vendredi, dossier santé, en compagnie de notre ami docteur Fethi Belachnou. Cette fois-ci, il va s'intéresser à la stéatose, donc l'accumulation des acides autour du foie. Alors, comment cela se produit et surtout, comment prévenir donc cette accumulation? Toujours dossier santé. Cette fois-ci, il va y avoir une très belle rencontre entre chercheurs autour du premier congrès médical, et c'est le premier congrès des chercheurs pédiatres qui va s'intéresser cette fois-ci à la luxation congénitale. Tu as déjà entendu parler de ça? Du tout, non. Alors, paraît-il, à ma naissance, j'en souffrais. Ah bon? Eh ben oui. C'était quoi? Eh ben finalement, c'est une petite malformation au niveau de la hanche. D'accord. Voilà, mais très vite, quand c'est très vite... pris en charge, voilà. Très vite déjà diagnostiqué, très vite pris en charge, et bah, très vite ça rentre dans l'ordre. Bah, voilà. C'est bien alors. Donc, tu pourras débattre avec lui. Voilà, et paraît-il, les filles sont plus touchées par la luxation congénitale que les garçons. D'accord. Un docteur nous confirmera tout cela dans un petit moment. Voilà, et nous parlerons également ce matin, donc nous allons nous intéresser à l'infographie, aux effets spéciaux. Tu aimes bien les effets spéciaux au niveau des filles? Moi, je suis pas très... non. Non, pas tellement. Du tout. Moi, juste un tout petit peu. Ouais. Ça fait rêver un petit peu. Mais bon, pas pour moi, non. Pas pour toi. Non, pas pour moi. Moi, j'aime bien, mais un tout petit peu. Il ne faut pas vraiment que ce soit vraiment... moi, non. N'est-ce pas? Ouais. Ouais, bon. Je suis pas très... Alors justement, nous aurons parmi nous un infographe et aussi qui se spécialise dans les effets spéciaux. Il va nous parler donc de ses utilisations dans le cinéma particulièrement. Et nous allons nous intéresser à la culture aujourd'hui, puisque nous allons nous intéresser aussi à une rencontre aussi des artisanes, cette fois-ci autour d'une thématique ou autour d'un collectif qui est Algerian Women Art, pour célébrer justement les talents de nos artisanes et de nos artistes. Nous terminerons l'émission comme chaque vendredi en compagnie de Samira Hadjamal. Cette fois-ci, elle va nous emmener du côté de Tiaret pour nous faire découvrir donc Timissi ou le château de Marila. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, ça va continuer? Non. Bon. Mais il y aura quand même quelques pluies vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Voilà. Donc ça va se poursuivre dans quelques régions. Exactement. Donc le ciel continuera à être généreux. Apparaît-il, ce sont les agriculteurs qui aiment bien les pluies du mois de mai. Je ne sais pas si c'est bénéfique ou pas. Ça, il faudrait se renseigner pour la... D'après les agriculteurs, c'est bon. D'après les agriculteurs, on verra ce qu'ils nous diront. Tant mieux. Voilà, au moment de la récolte. Inch'Allah. Voilà, un peu plus de détails, Amel? Allons-y. Parfait, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et donc, tu nous disais qu'on aura quand même quelques pluies à l'intérieur du pays, donc ça va continuer, Inch'Allah, n'est-ce pas? Pour les températures? Non, elles sont quand même en hausse quand même. Ah, quand même en hausse, parce que nous avons quand même eu des températures assez mais on aura des 18 quand même, des 18 degrés vers les régions intérieures, donc on le verra tout à l'heure. D'accord, c'est à toi, Amel. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, petite accalmie par rapport à hier, et Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé, mais cette fois-ci sur les régions de l'ouest. Par contre, vers le centre et l'est, des passages nuageux, parfois denses, qui vont donner quelques pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, vers les régions intérieures et le plateau, centre et est, et quelques pluies par endroits sur les côtes est, avec des vents forts qui peuvent atteindre les 50 km/h sur les côtes est durant l'après-midi, la moitié sud, des passages nuageux vers l'extrême sud, le Gartassili, également le sud du Sahara oriental, avec des cellules orageuses
repose vers l'extrême sud, le Égard, le Tassili. Et ces nuages vont donner quelques pluies par endroits sur le Égard Tassili et le Sahara oriental. Partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie. Vers le sud-ouest, le Sahara central, le Nord Sahara, les oasis, avec des soulèvements de sable. Sur le Nord Sahara, les oasis, le Sahara oriental, le Égard et le Tassili. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées par endroits et de saison à d'autres, avec toutefois un 16 degrés seulement du côté de Djelfa, 17 degrés à Al-Beyod, 18 Constantine et Sétif, 19 à Batna, 21 Tizi Ouzou, également Galma, 24 à Annaba et Oran, 23 à Alger, le maximum 27 degrés Tlemcen et Rolizane, au sud 27 degrés à Gardaya, 29 Béchar, 36 Tindouf, 30 degrés à Biskra, 31 à Elizi, Taman Rasset, 35 à Drarin Salah, 37 à Janet, 39 Borj Bedi Mokhtar et le maximum cette fois-ci à Ingazem avec 43 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et centre, agitée sur les côtes est, avec des vents faibles 10 à 20 km/h sur les côtes ouest et centre et jusqu'à 50 km/h sur les côtes est. Les vents sont de secteur ouest sur les côtes centre et est et sud-ouest sur les côtes ouest. Et on termine cette fois-ci le bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h49. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. Et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et on notera pour aujourd'hui donc une température plutôt agréable, une température saisonnière. Oui, donc par rapport à hier, voilà. Il y a une petite hausse quand même. Excepté 19, du côté de l'ouest. Sur Alger, l'ouest encore plus. Voilà. Voilà. C'est comme ça, le mois de mai, il a toujours la un fluctuation. Effet yo-yo. Ça monte, ça descend, ça monte. La fluctuation. Il faut juste faire attention par rapport à ces habits pour ne pas choper des maladies. Exactement, c'est la saison. Effectivement, c'est la saison. Alors la photo du jour qui nous a été choisie aujourd'hui par la régie. Donc nous allons aller du côté de l'est du pays, à Tébessa particulièrement. Donc Tébessa qui est, comme je vous le disais, située à l'est du pays, entre le massif des Aurès et la frontière algéro-tunisienne. Donc à l'époque antique, elle portait le nom de Téveste. Donc elle est riche en patrimoine historique et archéologique antique qui est très très important. Voilà, donc merci à la régie pour la photo d'aujourd'hui. Amel, merci beaucoup. C'est moi. On se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi, après celui de 19h pour plus de détails. Et demain à partir de 8h. Merci beaucoup Amel. C'est moi. Allez, à tout à l'heure. Et ce sera pause musicale comme d'habitude et on se retrouve juste après. أشداني نعاندو أشداني نخلطو أشداني نقربو هذاك الغدار يخسر فيا بحيلته خسرة بالنقصان أشداني نعاندو أشداني نخلطو أشداني نقربو هذاك الغدار يخسر فيا بحيلته خسرة بالنقصان وغدرني بعد ما عشرته كل يوم يجيب لي قصية عاد يتبدل ما عقلته كي غدرني دار لي برية يحسبني غفلت ما سمعته كي نغيب يقول سر فيا كي نحضر ما بغى ينسى ويدو ما بقى فيها مال أشداني نعندو أشداني نخلقو أشداني نقربو هذاك الغدار يخسر فيها بحيلته خسرة بالنقصان
خطية وعلاش يزيد في كلامه بغضني واستغل بيا وانا صابر في خصامه ما دار لي خير لا مزية وحلمت ما ندوق شي طعامه صيبو في الصباح والعشية والخضرة يزيد في فعاله نيران وشعلة قوية اش الداني نعاش وخلاني حيران اش الداني نعاندو اش الداني نخربو اش الداني نقربو هذاك الهتار يخزر فيا بحيلك وخسرة بالنقصان حبيبي دار لي خضية وجفاني بعد ما قصدتو هادي سبة ولا بلية زاد خدمني نهار صبتو معلم غير الكريم Très très belle chanson et de retour sur le plateau et cette fois-ci ça va être dossier santé que nous allons ouvrir en votre compagnie. Nous allons nous intéresser donc à la luxation congénitale puisqu'aujourd'hui il y aura le premier congrès des chercheurs pédiatres organisé donc par l'association des chercheurs et des chirurgiens en pédiatrie libéraux qui est représenté aujourd'hui par Dr Nourdine Yakan. Bonjour, marhaba bik. Bonjour madame. Alors vous êtes pédiatre. Là, merci beaucoup pour les roses. Ouais, c'est un cadeau de l'association algérienne des chirurgiens pédiatres libéraux. Eh ben, on vous remercie. Et pour tous nos téléspectateurs. Yatek Saha, on vous remercie. Alors, commençons déjà par l'association. Donc, parlez-nous un petit peu de l'association, des objectifs de l'association. Très bien. L'association algérienne des chirurgiens pédiatres est une association nouvellement créée. Notre agrément, on l'a obtenu en octobre 2024. Le but principal, c'est d'améliorer la santé de l'enfant, participer à l'amélioration de la santé de l'enfant, participer à la formation médicale continue, créer des liens entre les chirurgiens pédiatres, essayer de tisser une toile d'araignée entre les différentes spécialités et nous espérons créer une cellule de veille. Oui. Parce que comme vous le savez, la médecine elle est en évolution continuelle. Constante, oui. Chaque jour, il y a de nouvelles techniques, de nouvelles notions. On essaie de récolter tout ça et de les faire partager entre les chirurgiens. Et encore, parmi nos buts, c'est de partager les expériences, les connaissances. Et tout ça, c'est pour le bien-être de nos enfants. Voilà. Effectivement, donc pour qu'ils aient déjà une enfance comme il se doit et puis une croissance aussi, une croissance donc en pleine santé. Alors aujourd'hui, vous allez vous rencontrer entre chercheurs, entre chirurgiens pédiatres et vous avez choisi donc une thématique particulière, la luxation congénitale. Alors la luxation congénitale, c'est quoi exactement? La luxation congénitale. Alors nous avons déjà une radio, peut-être que vous pourriez la commenter. La luxation congénitale, c'est ce que vous voyez en haut, c'est la luxation avant traitement et en bas après traitement. La luxation, elle est définie comme une perte de contact entre la tête fémorale et son emboîtement. L'emboîtement, c'est le bassin. D'accord? Et cette perte de contact va entraîner une boiterie à la marche. Quand on ne se rend pas compte de cette pathologie chez les enfants très bas jeunes avant l'âge de la marche, c'est-à-dire le symptôme ne se voit pas. Mais à partir de la marche, l'enfant commence à boiter. Et le but de cette journée, c'est de ne pas arriver au diagnostic tardif. C'est de prévenir, vous êtes dans la prévention? Non, c'est une maladie congénitale. Il n'y a pas de prévention. La prévention par rapport au boitement. On ne peut pas prévenir cette maladie. Elle est congénitale. Elle est conçue bien avant la naissance. Le but de cette journée, c'est le dépistage. C'est-à-dire, on essaie d'impliquer les généralistes, les sages-femmes, les médecins généralistes, les sages-femmes, les pédiatres, qui sont les premiers à recevoir l'enfant à la naissance, de montrer comment on fait le diagnostic précoce. Parce que plus
cette pathologie est dépistée précocement, mieux sera pour l'enfant. La prise en charge sera Ouais. beaucoup plus... Oui, beaucoup plus facile fructueuse. et on aura un résultat meilleur. Mhm. Alors justement, vous parlez de dépistage. À quel moment on peut dépister une luxation congénitale La luxation congénitale est dépistée dès le premier jour. de naissance? Premier jour de naissance. Et le traitement peut commencer dès le premier jour de naissance. Voilà. Actuellement, on parle de dépistage précoce avant 3 mois. Au-delà de 3 mois, on va dire que le système de santé a failli. C'est-à-dire il y a échec à la prise en charge de ces enfants, parce qu'au-delà de 3 à 4 mois, la prise en charge elle sera plus lourde Plus et lourde. plus difficile. Voilà. Et justement, elle se fait comment la prise en charge une fois que la problématique est diagnostiquée justement Très bien. à un temps comme on le veut? Très bien. La prise en charge, c'est une cascade. Chez le tout petit, on commence par ce qu'on appelle, on double les couches, on va dire. Oui. C'est quand l'enfant est diagnostiqué très très tôt, le premier, deuxième jour, on met 2 couches, on met ce qu'on appelle les culottes d'abduction. Pas cette image, il y a une autre image, les culottes d'abduction. On met le harnais de Pavlik à partir de 3 mois. Et plus l'enfant grandit, plus la prise en charge sera lourde. Et la finalité, si on rate ce dépistage précoce, on peut même arriver à la chirurgie. Et vous savez que la chirurgie, ça coûte très délicat. très cher, c'est très très délicat. C'est des interventions de 5-6 heures. 5-6 heures, oui. Et donc la chirurgie, vous prenez la décision de faire une chirurgie à quel moment? Quand les autres moyens n'ont pas fonctionné. N'ont pas fonctionné. D'accord. Voilà. Mais Et pas quels sont avant les 18 résultats? mois. Et quels sont les résultats de la chirurgie? Vous avez la première image que vous avez vue. C'est un de mes patients que j'avais opéré. Il avait 3-4 ans. Ça a donné une très belle. Ce que vous voyez sur la photo, c'est un enfant de 11-12 mois. Les premiers, on va dire les moyens simples qu'on avait utilisés chez lui n'ont pas marché. Ça, on appelle ça la traction ou le protocole de Somerville est petit. C'est des enfants qui seront alités pendant 45 jours. On va tirer sur dur, les 2 jambes. On surveille ça par la clinique et la radiologie. Et après, en fin de parcours, on va endormir ces enfants soulagés et on mettra un plâtre. Le plâtre, c'est pratiquement 3 mois avec un autre relais à 3 mois. Et Elle est lourde ça va quand même, faire la 6 prise en mois. charge, Oui, hein. très très long. Ouais. Elle est lourde aussi pour... Oui, lourde. Pour la famille, pour le médecin, pour l'enfant. Pour l'enfant aussi. Ouais, Ce sont des enfants qui débordent d'énergie à 11-12 mois. Oui, imaginez un garçon et une fille qui commencent à marcher à 12 mois, et après on l'arrête, on le met sur un plâtre comme ça pour 6, même 9 mois. Ça va laisser quelques traces sur lui. Effectivement. Alors, paraît-il, les filles sont plus touchées que les garçons. Est-ce que c'est vrai? Oui. Actuellement, la fille, elle est 3 à 4 fois plus touchée que le garçon. Ah, quand même. On a 3 filles pour un garçon. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Non. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs théories. Oui. Et quand il y a plusieurs théories, aucune d'elles n'est vraie. C'est vrai. Pour vous dire, actuellement, la luxation congénitale entre dans le cadre de ce qu'on appelle le problème de santé publique. Parce que, comme vous le savez, en Algérie, le taux de natalité il est de 900 000 naissances par an, Par an, oui. approximativement. Et cette pathologie, elle touche 6% de... Ah, c'est énorme quand même. Oui, c'est énorme. Si on fait un calcul, on est peut-être à 4 000, 4 500 à peu près. Ah, c'est énorme. Même 5 000, imaginez 5 000 luxations par an, c'est énorme. C'est énorme, effectivement. Et il n'y a pas assez de chirurgiens pédiatres qui s'occupent de cette pathologie. D'où l'intérêt d'avoir organisé cette journée, c'est pour un peu faire connaître les nouvelles techniques, les nouvelles recommandations Oui. pour les jeunes et les inciter à s'orienter sur cette branche.
Alors justement, aujourd'hui, ça va être c'est la première édition donc de ce congrès et c'est une rencontre justement pour répondre à tous ces manquements, à toutes ces problématiques. Et vous êtes une équipe finalement de chercheurs, de chirurgiens pédiatres que vous allez vous rencontrer aujourd'hui. Quelles sont les thématiques principales que vous allez aborder? C'est la luxation, c'est une conférence d'enseignement. Il y aura la participation de plus de 200 médecins spécialistes, toutes spécialités confondues. On a fait les calculs hier, 21 wilayas sont représentés à cet événement. Nous avons convié comme orateurs des professeurs experts. Parmi ces experts, il y a 2 étrangers. Voilà, et tout ça, Et ça montre déjà l'intérêt de la communauté médicale à cette pathologie, finalement, et pouvoir trouver des solutions pour prendre en charge très rapidement les enfants, effectivement. Alors, certainement, vous allez sortir avec des recommandations. Quelles sont vos attentes de cette première édition? Ce qu'on attend, c'est de faire passer le message. Notre premier but, le message qu'on veut passer, c'est de faire le diagnostic précoce. C'est le dépistage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on rate le dépistage précoce, le système, on va dire, de santé est défaillant. Et le deuxième, c'est de faire connaître, c'est-à-dire notre spécialité là, et surtout transmettre ce savoir, le partage d'expérience aux jeunes étudiants. Parce qu'il va y avoir des étudiants qui vont participer à cette événement. Le relais, c'est normal. Oui, le relais, c'est ça. J'espère que ça se passera bien. Il n'y a pas de raison. En tout cas, c'est la première édition. Il y en aura certainement d'autres, Inch'Allah, qui vont toujours tourner autour de la santé de l'enfant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et puis, belle réussite au premier congrès et longue vie à l'association. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je rappelle, Dr Nourdine Yeken, et vous êtes donc chirurgien pédiatre, et vous êtes le représentant donc de l'association, le président de l'association nationale des chirurgiens pédiatres libéraux. Pédiatres libéraux. Voilà, merci beaucoup. Merci encore une fois. Voilà, donc nous continuons, nous allons toujours rester sur le plan santé. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une autre pathologie et à laquelle justement Samia Bouharour s'intéresse dans ce reportage. Elle revient sur la rencontre médicale sur la maladie cœliaque et on se retrouve juste après. Selon les spécialistes, environ 500 000 personnes sont atteintes de la maladie cœliaque en Algérie, ce qui nécessite une prise en charge spécifique et une hygiène de vie très correcte. Mais beaucoup de sensibilisation aussi pour éviter les complications de cette maladie. Cette rencontre a été organisée dans cette optique en présence de psychologues et de médecins de plusieurs spécialités. Aujourd'hui, j'ai été invitée pour parler un peu de la maladie cœliaque durant ces journées. Je trouve que c'est une excellente initiative parce que ça nous permet d'être en contact direct avec les patients. Des patients qui ont besoin d'être orientés. La maladie cœliaque, le diagnostic, la clinique et tout, on va dire que c'est relativement facile. Mais après, ce qui est difficile, c'est l'après-diagnostic. C'est vivre au quotidien. C'est choisir, comme disait la nutritionniste juste à l'instant, elle disait, on sait que la maladie cœliaque, c'est l'intolérance au gluten, donc tout ce qui est blé, seigle, orge et tout. Mais après, tout contient du gluten. Tout, quand je dis tout, c'est les produits cosmétiques, les médicaments, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on touche contient du gluten. Et malheureusement, le malade ne le sait pas spécialement. Des fois, il y a des patients qui viennent, ils me disent on suit le régime à la lettre, comme vous dites, et pourtant, quand on fait la fibroscopie, on a toujours les mêmes signes cliniques. Quand on fait la fibroscopie, c'est toujours la même chose. Les bilans biologiques sont toujours aussi perturbés. Ben là, parce que les pauvres, ils ne savent pas, avant de penser parce que quand on a une mauvaise réponse, si vous voulez, au régime, première chose, c'est est-ce que le régime est bien suivi? Et c'est là où servent ce genre de réunions. S'il y a quelques années, les farines et les autres produits alimentaires sans gluten étaient très rares sur le marché algérien, rendant le quotidien des malades cœliaques très difficile, aujourd'hui, les magasins, supérettes et autres grandes surfaces proposent de larges gammes de produits. Des foires aussi sont organisées pour faciliter le contact entre producteurs algériens et personnes atteintes de cette maladie.
C'est la 4e édition. Et on a fait la première édition, c'était au niveau de Riyad al-Fath. C'était notre première expérience. C'était la même chose. La première fois, on a fait expo-vente, concours pour enfants et adultes. On a fait aussi une petite conférence médicale. J'ai eu le secourisme et pas mal de produits qui sont présents avec moi. Produits, bien sûr, que l'enfant lui-même demande. Allah Ibarik, comme vous avez déjà vu. Allah Ibarik. Et même les artisans de Maya, même les femmes qui préparent les ateliers, c'est des femmes qui sont toujours été présentes avec moi. C'est-à-dire, c'est un travail d'équipe. Les produits sans gluten, sans sucre, nous avons en général le conditionnement. Donc, il y a plusieurs produits, que ce soit les farines ou les édulcorants, ou même les sirops et tout. Donc, نسيو نسيبليو نوفروا كامل واش يحتاجوا انسان سواء عنده المرض السكري ولا يحوس ياكل اكل صحي. Ces espaces donnent la possibilité aux intolérants au gluten de faire leurs emplettes et recevoir leur menu de façon variée. Je l'ai découverte il y a 2 années de cela. J'ai fait un bilan de santé pour un autre problème. Par hasard, parmi les paramètres, il y avait un paramètre qui n'était pas bon. Et comme dans la famille, on est cœliaque, on est 7 membres de la famille qui sont cœliaques, alors systématiquement, j'ai pensé à la maladie cœliaque. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de produits. On est très satisfait parce qu'il y a beaucoup de produits, alors qu'il y a quelques années, les gens achetaient carrément du maïs et le faisaient moudre à la maison. Alors que maintenant c'est disponible, mais malheureusement ça coûte trop cher. Et il se trouve que c'est une maladie génétique, donc parfois il y a plusieurs membres d'une famille qui sont malades. On aimerait bien à travers cette rencontre passer le message de la prise en charge de cette maladie par les pouvoirs publics. Non, je ne suis pas concernée, mais ma petite fille, elle est concernée. Elle est cœliaque depuis qu'elle était, elle avait 2 ans. والحمد لله ربي يحبها وحبنا اللي فقنا لها في هذاك اللاج هذاك. Bon, c'était un peu difficile les premiers temps parce que le produit c'est le sans gluten ما كانش كاين. Donc الحمد لله كاين كلش الناس تعلمت تخدم الناس. D'ailleurs même sa maman, elle est cœliaque aussi. Voilà, elle a donné des efforts, elle s'est donné beaucoup d'efforts, donc alhamdoulilah, elle prépare tout. Alors on n'a pas du mal في le régime تاعهم. الحمد لله كنت يعني وليت نسوي في مليح لو ريجيم تاعي، وليت كل حاجه ناكل كل حاجه قبل ما ناكلها نقرا المكونات تاعها ونشوف ونسقسي ماما واذا نقدر ناكلها ولا نو. والحمد لله ان شاء الله نشفى ان شاء الله كامل اللي ياكلوا سون gluten يشفاو من هذا المرض. La prévention reste le seul moyen pour lutter contre toutes les maladies. Cela demande les efforts de toute la société civile, familles, écoles, associations, autorités locales pour fonder une société saine. Et voilà, c'est donc un reportage de Samia Bouarour qui s'est intéressée à cette rencontre médicale autour de la maladie cœliaque. Donc la santé, on continue d'en parler. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la stéatose en compagnie donc du docteur Fathi Ben Achnou, mais ce sera juste après cela. Bonjour docteur. Comment ça va? Ça se passe bien? Et tout de suite, bravo à Canal Algérie et toute l'équipe qui est à Canal Algérie s'occupe de la santé des gens. Et ça, en votre compagnie, hein? Oui, j'ai l'honneur et la fierté tout l'honneur est pour nous, de pouvoir être compris dans cette équipe. Ça, c'est important. Alors justement, docteur, avant d'entamer notre sujet d'aujourd'hui, je voudrais juste qu'on revienne à la rencontre médicale que notre amie Samia Bouarour a fait la couverture pour nous. Vous me disiez que l'intolérance, ou plutôt les malades cœliaques, ce sont eux qui ne devraient pas donc, prendre des produits qui sont riches en gluten, alors que les personnes saines, elles devraient en prendre, n'est-ce pas? C'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse? C'est l'inverse. Ah, d'accord, ok. Je vais expliquer. La maladie cœliaque, le tube digestif, l'appareil digestif, il est programmé, entre guillemets, je fais large, très large, pour dépister et digérer certains. Au niveau de notre intestin, il y a un code qui permet la digestion du gluten, qui est une protéine qui est importante, qui apporte. Chez les malades cœliaques, il y a un vide.
La partie ne lie pas le gluten, donc ce qui fait que ça pose problème. Et une chose, les maladies cœliaques, très souvent, ne trouvent pas des aliments adaptés, c'est-à-dire sans gluten. Il y a une petite histoire, j'espère que ça s'est amélioré. La production nationale de produits alimentaires sans gluten devrait être parfaite. C'est comme un médicament, c'est réellement un médicament. Et ensuite, c'est important pour qu'ils se nourrissent, parce que ils se rabattent, quand ils n'ont pas ces aliments spécifiques, ils se rabattent sur que mange n'importe qui. Ils s'alimentent. Ils ont raison, il faut qu'ils s'alimentent. Mais le problème, à la longue, ça peut développer un cancer. Oui, donc il faut faire très attention. Très Mais sinon, attention. pour les personnes saines, donc c'était là, je voulais qu'on redise sur ça. Pour les personnes saines, parfois, il y a ces, on va dire... C'est à la mode. Voilà, c'est à la mode, il y a un petit peu ces préjugés, tiens, ça peut être healthy, ça peut aider à perdre du poids. Alors, voilà, tout ça c'est grave. Non, l'être humain est programmé, a été créé pour se nourrir de tout, le blé, les pâtes, tous ces éléments qui sont avec gluten. J'ai l'équipement, j'ai la programmation de pouvoir, mon corps a la programmation de digérer le gluten. Mais actuellement, il y a un vent. Pourquoi j'ai dit la mode alors le gluten, ça permet de ceci, cela. Non, c'est dangereux de priver son corps de gluten. C'est pour ça que j'ai dit que c'est l'inverse. C'est dangereux pour la santé. Il n'y aura pas de santé, il n'y aura pas de bien-être si on ne respecte pas. Ce qui est important, ces gens-là, s'ils veulent maigrir ou être de bonne taille ou ne pas avoir de problème de digestion, de poids et tous ces éléments-là, c'est de se surveiller, de ne pas se gaver, de ne pas se gaver de cochonneries, entre guillemets. Alors là, vous me tendez la perche, transition toute faite, donc se goinfrer un petit peu de cochonneries, et ça a un impact encore beaucoup plus dangereux. Généralement, c'est le foie qui prend un coup. C'est le foie. Est-ce que je peux dire un mot sur le passage sur la luxation congénitale? On peut faire de la prévention, mais à partir du moment où il faut comprendre dans ces cadres-là, qu'est-ce que la prévention? La prévention, c'est le médecin, au moment de l'accouchement, au moment où il examine un bébé, de faire, et ça c'est un vieux problème qui existe en Algérie depuis longtemps, c'est sur place. Comme la définition est claire, c'est l'emboîtement de la tête du fémur, le bassin. Quand il y a une luxation congénitale, ça glisse. Il n'y a plus. On peut le remarquer en faisant certains mouvements. Et la prévention, à ce moment-là, elle intéresse le médecin qui doit prévenir. Il doit être prévenu de faire ces mouvements. Et j'arrête là. Alors, on revient au foie. On revient au foie. Moi j'aime une phrase de l'islam qui dit Allah, le Créateur, s'adressant à ses créatures, on vous a créé dans un excellent fonctionnement, un excellent fonctionnement. En parfait fonctionnement. En parfait. Vous êtes prof à la fac, donc ce qui est important, c'est que la digestion qui est importante. Le fait de s'alimenter, c'est pour fournir de l'énergie au corps. L'appareil digestif commence à partir des lèvres, commence à partir de la salive. C'est ça la digestion, ça descend jusqu'à la production des selles, c'est-à-dire les restes de ce qu'on a mangé, le favalat, là. Mais au cours de ce parcours dans le tube digestif, il y a des organes qui sont fondamentaux. Ils sont liés à la vie. Le premier, c'est le foie. En dehors du tube digestif, c'est le système urinaire, c'est les reins. Le foie est un excellent... Vous avez vu les usines de dessalement d'eau de mer, comme elles sont immenses. Et nous, on a une usine, pas de dessalement d'eau de mer, ça, parce que ça n'a rien à... Non, une usine qui fonctionne, qui purifie notre corps. Et tout ce que l'on avale, tout ce que l'on mange passe par le foie. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes, je ne vais pas m'étendre sur les étapes de la digestion. Et surtout, les médicaments. Quand on prend des médicaments, et c'est le foie qui est touché. À la longue, on risque d'avoir ce qu'on appelle une cirrhose.
une cirrhose hépatique, à ce moment-là, elle n'est pas alcoolique, mais elle est médicamenteuse. Je mets ça de côté. Le fait d'avoir une alimentation riche en sucre, en triglycérides, notre corps a la capacité de les transformer en gras, en lipides. C'est les triglycérides, lipides. Le sucre dans notre alimentation, surtout en Algérie, il vient d'où? Des gâteaux, des boissons gazeuses, surtout n'est-ce les pas? boissons, pas gazeuses. Le gaz n'a rien à voir. Les boissons sucrées. Les boissons sucrées. Les boissons sucrées. Les boissons sucrées. Et c'est un des, si vous voulez, des provocateurs, ce qui entraîne justement cette stéatose. Stéatose, c'est quoi? C'est très simple. C'est une accumulation de lipides dans le foie. Pour avoir une image, c'est quand vous mettez un bidon d'eau qui se remplit. Si vous êtes occupé ailleurs, ce bidon d'eau va déborder. Alors là, on a une alimentation tellement riche en produits lipidiques ou sucrés, ça va entraîner une stéatose, c'est une accumulation de graisse, j'utilise le mot populaire, de lipides au niveau du foie. Alors, quels sont les dangers, justement? Les dangers. C'est très simple. C'est à notre quotidienneté. Quand vous avez une pierre, une pierre qui entre dans le... vous avancez, mais vous n'êtes pas à l'aise. Et c'est ça, on va perturber, on va parfois détruire le fonctionnement du foie. La stéatose, donc c'est une accumulation de graisse, une accumulation de lipides au niveau du foie. Alors que le foie est fait pour filtrer, mais si vous mettez des petits... Et on le voit où, c'est quand on passe une radio, une échographie, on voit les petits points blancs en fonction du nombre. Et ça, c'est extrêmement important et dangereux parce que la stéatose, à la faculté de médecine, à l'époque, tout ça, on entendait qu'il y avait une accumulation. Mais là, il y a une augmentation, et là, on revient, qui est lié au mode de vie, beaucoup plus au mode alimentaire actuel, où il y a une profusion de prise de limonade, il faut le dire, de boissons sucrées. Mais sinon, docteur, quels sont les signes qui nous alarment? Comment on peut savoir que nous avons ce problème? Parce que là, j'ai comme l'impression que finalement, nous avons tous de la graisse autour du foie, parce qu'on consomme tous du sucre à des degrés. À des degrés. Voilà. C'est là où vous avez votre explication, l'explication à votre question. On le sait, à des degrés très importants, de consommation, par exemple, de gazose, ça entraîne l'histoire triglycérides et autres. Et à ce moment-là, on a un problème de fonctionnement du foie. On n'est pas... on a les trucs d'inflammation qui augmentent, les critères d'inflammation, tout ça. Et le foie, quand ça ne va pas, parce qu'à côté du foie, il y a la vésicule. C'est lui qui produit la bile. Il y a tous ces éléments-là qui nous renseignent et surtout maintenant, il est intéressant et important de faire une échographie pour voir l'état du foie. Et à quel moment il faut la faire? Il faut la faire quand il y a, par exemple, quand le foie souffre. Quand le foie souffre. Il y a des enzymes, ils sécrètent des... On fait un taux, je ne parle pas de trucs techniques, tout ça, on fait un taux, c'est des années. Quand on remarque... Un taux, c'est en fait un dosage, un prélèvement sanguin. Et si on voit que ce taux d'enzymes, c'est du foie qui sont élevés, ça veut dire que le foie est en train de se détruire, et tous ces éléments. Actuellement, certains... médecins considèrent ça comme un cancer. C'est très important et il faut premièrement prendre en charge. La première prise en charge, prévention, toujours la stéatose, c'est de faire un régime alimentaire. Un régime alimentaire où on va supprimer les lipides par rapport à ce qu'on prenait. Les frites omelettes, tous ces éléments, il faut que ça soit carrément arrêté pour que le foie puisse entre guillemets, digérer ce surplus de graisse et tout le corps. C'est la première étape, c'est d'abord faire un régime. Première étape à faire ça, c'est observer, et je demande à mes collègues de bien observer les patients
d'écouter leurs doléances, qu'est-ce qui ne va pas, les signes. Et à ce moment-là, surtout que cette pathologie est en augmentation en Algérie, ce qui ne l'était pas, c'était rare. Alors, il faut penser à la stéatose, et à ce moment-là, il y a une prise en charge, c'est important. Est-ce que ça a à voir avec l'obésité, docteur? Oui, pourquoi pas. L'obésité, c'est un surplus de graisse. Oui. Alors, je ne vais pas m'étaler, c'est ce qu'on appelle le cycle de Krebs. C'est un monsieur, on ne va pas étaler, mais vraiment, on a souffert quand on étudie les étapes. C'est très biochimique. C'est très biochimique. Et l'obésité, c'est un trouble. Il faut explorer. Quand il y a une obésité, ça doit attirer l'attention. Quel type d'obésité? Il faut vérifier au niveau des glandes, de la thyroïde, il faut vérifier au niveau du cœur, parce que ce qui est important, on parle d'obésité au point de vue esthétique, c'est-à-dire ce que l'œil voit. Oh, je suis gros, je suis. Mais toute cette graisse, elle entoure le cœur, par exemple. Je dis, elle entoure le cœur. Le cœur qui doit être assez libre pour battre. Mais s'il y a de la graisse, c'est un poids qu'il supporte. Donc le cœur ne va pas battre comme il faut. Et il y a toute une exploration qu'il faut. Et c'est là où c'est important de faire un bilan sanguin, un bilan biologique. Et il faut le faire non pas parce qu'on est malade, mais pour vérifier. Et les médecins se doivent de prescrire Encore dans le cadre de la prévention. Toujours prévention, à condition, il y a un petit frein, il faut le dire, c'est le tarif, le prix de ces examens. Je crois qu'il faut les faire à des moments précis pour ne pas dépenser de l'argent. Il ne faut pas, après avoir écouté une chronique, dire « Ah, je vais courir, je vais... » Non, c'est pas ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est d'aller à son médecin, chez son médecin traitant, d'exposer tout site clinique. J'ai la nausée, j'ai la bouche pâteuse. Ça, c'est à condition qu'on n'ait pas passé une nuit à bouffer et pas boire dire autre chose. Là, c'est important. Et à partir du moment où on est pris en charge régulièrement par son médecin traitant, votre médecin traitant, il vous connaît, il y a une relation de patient à médecin, et il voit que, paf, cette bouche pâteuse, cette envie de vomir, cet amaigrissement, cette pâleur, ça veut dire que ça passe au niveau du foie, et maintenant, on a à notre disposition en Algérie une échographie, ça c'est la moindre des choses. Voilà, donc prendre en considération tous ces signes alarmants et surtout prévention, prévenir, les bilans et voir son médecin traitant. Ça c'est important, régulièrement, pas pour prendre des médicaments. Et diminuer cette prise atroce de médicaments. Et je m'arrête là. Et de sucre. Et de sucre. Merci beaucoup, docteur. De rien. Donc, on se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah, pour une autre thématique. Inch'Allah. Merci à vous, docteur. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté du musée du Bardo, qui a célébré d'ailleurs dans le cadre de la commémoration des massacres du 8 mai 1945 à travers une très très belle exposition de plusieurs objets artisanaux et donc qui ont été faits par des artisanes, et ça s'est fait donc par un collectif appelé l'Ahraïr. Je vous laisse voir ce reportage signé Faria El-Chir, et on se retrouve juste après. À l'occasion de la commémoration du 8 mai 45, date douloureuse de l'histoire algérienne, le musée Bardo a accueilli une exposition exceptionnelle intitulée l'Ahraïr. Cet événement rend hommage aux femmes algériennes qui ont participé à la lutte pour la libération du pays. À travers des œuvres d'art, des bijoux artisanaux, des tenues traditionnelles revisitées et une programmation musicale riche, plusieurs artistes femmes ont uni leurs talents pour transmettre un message fort, celui de la résistance féminine. L'exposition a notamment été marquée par une grande toile. On voulait vraiment mettre en avant le combat de la femme via l'art, la femme artiste, les femmes de l'ombre, toutes les femmes, nos grands-mères, nos mères, on voulait vraiment démontrer le rôle de ces femmes-là à travers tout ce qu'elles ont fait, à travers
le rôle qu'elles ont joué pour la préservation de notre patrimoine et surtout la transmission. Aujourd'hui, c'est la femme artiste qu'on célèbre au musée du Bardo pour dire oui, le combat peut être armé, mais aussi c'est un combat culturel. C'est à nous, les artistes, de montrer à tout le monde ce que la femme a fait, et notamment les femmes de l'ombre. Aujourd'hui, ces 4 femmes sont les femmes d'Algérie, le sud, le nord, l'est et l'ouest. C'est gardiennes du temple, le temple de notre patrimoine culturel, notre héritage culturel. Je voulais démontrer toutes ces femmes que l'Algérie a connues. Des bijoux traditionnels revisités, des tenues issues du patrimoine algérien, comme le karako de Lala Aziza et le kaftan al-Hurra, ont été exposés mettant en valeur l'élégance et la force des femmes algériennes. Je décide d'aborder un symbole qui m'intéresse énormément, c'est Nejma Ouhlel, qui se trouve sur le drapeau national. Et puis c'est un symbole qu'on retrouve dans tous les bijoux de l'Algérie, enfin du nord de l'Algérie. Suite aux recherches aussi que j'ai faites sur le sujet, on a trouvé du côté de Msila un bracelet romain. Donc ce bracelet, Marias en fait, c'est un bracelet plein, percé, plein de trous. Donc je reprends l'idée en faisant un bracelet, une manchette plutôt. Je le rends un peu plus contemporain, je le fais un peu plus large. Et l'idée me vient bien sûr en voulant célébrer le patrimoine. Je mets le Jazair al-Mahmiya billah. Un orchestre a interprété des chansons du répertoire algérien, rendant hommage aux femmes dans une ambiance conviviale. L'assistance était ravie et émue par cette prestation. Ce jour spécial du 8 mai 45, où il y a beaucoup de martyrs qui ont donné leur sang pour ce pays, pour qu'on puisse apprécier ce genre de moment. Et la femme algérienne, c'est un point d'honneur aussi, parce qu'elle a participé pendant la Révolution, avec et après. Et maintenant, elles sont en train de bâtir leur Algérie. Et on leur rend honneur aux martyrs algériennes aussi, et aux femmes actuelles aussi. Un moment fort en émotion qui rappelle le rôle central de la femme dans l'histoire et l'identité nationale. Et voilà, donc très très belle ambiance du côté du musée du Bardo, et l'artisanat, on continue d'en parler puisque un collectif de femmes a été convié justement pour promouvoir leurs talents et promouvoir leurs travaux artisanaux. Et c'est l'organisatrice est parmi nous. Il s'agit donc de Zahira Bendaas. Bonjour, bienvenue à vous. Marhaba. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Je suis honorée de partager avec vous cette matinale. Tout le plaisir est pour nous. Marhaba bik. Alors là, vous nous décorez notre plateau de très très beaux travaux donc, de ces artisanes qui ont participé déjà et qui vont participer à d'autres événements. Alors l'événement est intitulé Algerian Women Art, n'est-ce pas? Donc là, vous vous êtes vraiment concentré sur les femmes artisanes algériennes. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Alors, Senji, l'entreprise qui s'intéresse, bon, sa spécialité c'est l'énergie renouvelable, s'intéresse vraiment à promouvoir l'art algérien et ses artisans. N'oublie pas que ces artisans représentent notre identité. Oui. Donc, parmi les ambitions de notre PDG est organiser un événement la semaine passée au niveau de la République de Tchéquie et demain au niveau de notre siège, afin d'aider ces femmes artisanes de rayonner leur art et leur savoir-faire et les faire connaître au niveau national et international. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Parce que déjà, il y a plusieurs produits artisanaux algériens qui ont sillonné le monde, hein, n'est-ce pas? Voilà, ça reste quand même des ambassadrices finalement du pays. Alors, donc, ce sont des femmes artisanes que vous avez sélectionnées sur quelle base? Sur bon, les artisans qui ont participé la semaine prochaine et demain sont des artisans qui font la poterie, l'art de table, la peinture sur toile. Donc, on a
sélectionné toutes nos connaissances, même les connaissances par le biais de nos clients, par le biais de nos amis, afin de les faire présenter. Même une artisan qui fait une tasse, qui fait la charcuterie, qui fait tout ce qui est un produit simple et tout, afin de les encourager, de mettre en valeur son savoir-faire et son excellent travail. Alors, votre objectif, c'est vraiment de les accompagner, c'est de les aider, de leur donner de la visibilité aussi. Alors, comment vous travaillez sur cet objectif-là? Il y a ma collègue Sédéri Soraya qui a appelé, qui s'est engagée, elle a fourni beaucoup de temps et beaucoup de son énergie afin de les appeler, de les rassurer, de les mettre à l'aise. Voilà, elle a organisé cette expo, de les appeler. Ces artisans ramènent quelques articles afin de le faire connaître en premier devant des gens qui savent et qui connaissent vraiment l'art algérien, sans citer leur nom. Après, de le faire une exposition, j'ai déjà dit la semaine passée, et on a récolté tout leur travail, leur savoir, et dans une exposition, un événement, comme ça, on fait rayonner notre art. C'est la première fois que vous faites une initiative pareille? Nous avons déjà fait ça en 2017. Et on a participé aussi au G20 cette année en Afrique du Sud. En 2011, je pense, j'ai oublié, je pense au Tchad. Voilà, donc on a déjà participé, on a déjà organisé des événements pareils pour des artisans pour aider la femme, car c'est notre objectif. Là, nous sommes en train de découvrir quelques photos. Je ne sais pas si on peut revenir à la photo. Voilà, vous pourriez peut-être nous la commenter. Oui, et ça, c'était au niveau de la République de Tchéquie. C'était l'événement de la semaine passée, il y a 10 jours de cela. Voilà, on a présenté les tableaux, la poterie, la charcuterie. Ces femmes-là ont venu. Il y a une qui est venue de France, celle qui a fait ce tableau. Celle de Timimoun, il y avait une de Timimoun, il y avait une de Sidi Blabès, il y avait une d'Alger qui a fait cette poterie, qui a fait ce tableau. Voilà, et ces deux poteries, c'est deux d'Oran, c'est deux filles d'Oran. Voilà. Donc, ce sont des femmes qui viennent des quatre coins du pays. Voilà. Alors là, vous choisissez des ambassades, des pays particuliers. C'est en quelle fonction vous choisissez? Alors pour cette fois-ci, par exemple, la République tchéque, pourquoi? Pour avoir une passerelle culturelle, économique, de le faire connaître. Après, c'est un pays qui est très connu par l'art manuel. Exactement. Donc, on a pensé de coordonner avec la République de Tchéquie afin de faire savoir, comme ça, c'est une passerelle économique et culturelle, d'exposer nos arts au monde entier. Après, il y a beaucoup de similitudes entre les deux pays. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans le choix des couleurs, dans le choix de certains symboles. Exactement ça, vous avez remarqué. Oui. Donc, on est presque sur les mêmes choix de couleurs, sur le même goût. Oui. C'est peut-être, encore une fois, l'attachement à la nature? Oui, parce qu'un artisan revient toujours aux couleurs de la nature. Voilà. Il est toujours inspiré par la nature. Là, c'est une autre artisane aussi qui expose. Oui, c'est un artisan qui bijoux. Tout ce qui est bijoux. Je pense celle Kabyle et à Douchaoui aussi. Elle n'est pas venue, elle était malade, donc elle s'excuse. J'espère qu'elle sera présente demain, Inch'Allah, lors de notre événement. Inch'Allah, déjà pour la promotion de l'événement et pour la promotion surtout de... C'est une journée expo-vente. Expo-vente, afin de les aider, de vendre leur art et leur savoir. Et puis de leur donner de la visibilité. Exactement, aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter, qui ne savent peut-être pas où acheter, donc c'est une belle visibilité. On les oriente, on les fait connaître. Alors, vous nous avez dit que vous faites occasionnellement donc ce genre d'événement. Est-ce que c'est les mêmes artisanes auxquelles vous faites appel à chaque fois, ou c'est à chaque fois un nouveau groupe d'artisanes? Non, c'est à chaque fois les mêmes, ou bien c'est des nouveaux marhaba de tout le monde. C'est tout le monde qui peut venir, c'est tout le monde qui sait faire quelque chose. On peut l'aider, on peut l'orienter, on peut le faire connaître, pourquoi pas. Surtout l'union des femmes. L'union fait la force, donc c'est notre objectif.
Voilà, c'est l'objectif. Et donc, une fois que l'événement se termine, donc vous allez les accueillir demain, Inch'Allah, au niveau de votre siège. Oui. Est-ce qu'il y a par la suite un accompagnement qui se fait ou vous allez passer à un autre événement? Ça se passe comment? Une fois on termine l'expo-vente, on va récolter toutes les commandes avec les artisans, on va les orienter. Si l'un des clients ou bien l'un des présents souhaite passer commande sur quelque chose, on peut l'orienter sur leur page Instagram, on fait de la publicité pour les aider. Après, on planifie d'autres événements, pourquoi pas? Pas artisanat, c'est pour aider d'autres femmes qui font beaucoup de choses, comme celle-ci, par exemple. Exactement. Là, c'est une tenue moderne avec des touches traditionnelles. Traditionnelles, oui. Très, très jolie, très classe comme il y avait aussi les tapis. D'accord. Il y avait aussi les tapis kabyles, les tapis chaoui. C'est beau, c'est moderne. Oui. Donc il y a toujours ce brassage entre ce qui est traditionnel et ce qui est moderne. Toujours moderne avec des touches traditionnelles, vice-versa. Oui. Donc c'est ce qui fait finalement la particularité, là aussi, très très joli gilet moderne avec encore une fois des symboles il y avait une artisane aussi qui faisait des sacs en perles, c'était magnifique. Je pense qu'elle sera présente demain ou bien prochainement. Elle fait des merveilles. Et elles sont combien à participer à cet événement? Une 25 personnes. Ah, quand même. Oui, 25 personnes. Quand même 25 personnes, donc des spécialités différentes. Des spécialités différentes, les tapis, les bijouteries, l'art de table, la poétrie, les cadres. L'art de table? L'art de table, c'est les petites nappes, les petits torchons les bien décorés avec de la peinture soigneusement bien faite. Donc, ça nous parle, nous les femmes. Ah oui, ça nous parle. Surtout à l'approche de Ramadan, à l'approche de l'Aïd, de Mouloud, voilà. Alors on est aux portes de l'Aïd al-Kbir, Inch'Allah. N'est-ce pas? Alors ça nous parle beaucoup. Avec une petite broderie, des petits moutons, des petits motifs, des petites couleurs. Voilà, qui rappellent l'événement, qui rappellent l'occasion, la célébration, effectivement. Donc tout ça, on retrouve au niveau de l'exposition. De l'exposition. Voilà. Alors, ce sont des femmes, encore une fois, qui viennent des quatre coins du pays? C'est des femmes. C'est des femmes qui viennent. Et il y aura beaucoup de monde qui va visiter, qui va découvrir leur art, leur savoir-faire. Ça va les faire connaître. Et comme ça, elles peuvent vendre ces articles. Pourquoi pas? Voilà, c'est vrai que sur le plan communication, sur le plan visibilité, il y a toujours il y a un peu de lacune chez les artisans, effectivement. Ils vous disent, moi je travaille, je sais travailler, mais pour vendre le produit, c'est toujours un peu difficile. Donc vous êtes un petit peu le relais. Exactement. Il y a des gens de Timimon qui font aussi des tapis, Ils font aussi d'autres poteries, elles ne sont pas connues, mais pourquoi pas les faire connaître? Après, c'est un très très beau travail. Exactement. Les couleurs, elles sont vives. Voilà, elles rappellent encore une fois notre identité. Notre identité, notre nation, pourquoi ne pas les faire connaître? Effectivement. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites et surtout pour l'accompagnement à ces artisans qui font des merveilles quand même, qui font de très très belles choses et qui restent à l'ombre. Donc finalement, vous êtes un petit peu le relais pour qu'elles puissent donc avoir ce contact avec le monde extérieur. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Merci d'être venue. Alors, je rappelle Zahira Bendaas, vous êtes l'organisatrice donc de cet événement Algerian Women Art. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Allez, belle réussite, Inch'Allah, il y a d'autres événements. Inch'Allah. Nous allons donc rester toujours dans le domaine de l'art et cette fois-ci, on vous propose cette visite guidée à cette très belle exposition donc d'une grande artiste, Valentina Ghanem. C'est un sujet signé Lamia Boudbouda. On se retrouve juste après. Ce moment à la galerie Medina Mood en vibre au rythme du soleil. L'intitulé de l'exposition de l'artiste Valentina Pavlovskaya-Ghanem qui, à travers ses contes-œuvres, a su s'imprégner des cultures locales tout en apportant sa sensibilité artistique unique.
Valentina Ranem, lors d'un voyage dans le sud, a été fortement influencée par le peuple touareg, d'où cette exposition, magnifique exposition aux couleurs vibrantes, alors aux tonalités chaudes, mêlées au temps froid. Alors on retrouve les tons ocre rouge et puis les turbans des Touaregs, tantôt bleus et tantôt blancs. Dans ses peintures, Valentina Ranem a su capturer l'essence du désert et de ses habitants. Des silhouettes drapées de bleu indigo ou jouant de l'imzad. Loin de tout orientalisme superficiel, l'artiste témoigne d'une fascination sincère pour le peuple touareg. Un peu stupéfait et même étonné de voir à quel point l'artiste est émerveillé de par le grand sud algérien et en particulier du monde touareg. C'est une recherche profonde, c'est une pensée, mais c'est aussi se pencher réellement sur leur vie, sur leur quotidien, sur l'environnement dans lequel ils vivent, qui est un environnement très hostile pour nous, les gens du Nord. On est ignorant réellement de la façon dont ils vivent. Ce sont des us, des coutumes, des traditions qui se transmettent de génération en génération depuis des siècles. Son style mêle réalisme et poésie, créant des œuvres où la lumière, les textures et les couleurs évoquent la chaleur du sable et la profondeur des traditions sahariennes. Son travail, son monde artistique, c'est un univers. Toi, c'est l'inverse, quoi. Pourquoi? Parce que grande technicienne, très grande technicienne, elle est capable de tous les types de travaux. Donc on va de la gouache qui est magnifique là. Elle a travaillé même avec du henné, sur du craft. Évidemment, ce qu'on voit là en face, la peinture très très bien travaillée, les mélanges sont magnifiques, les rapports sont magnifiques. Évidemment, les thématiques, c'est une autre paire de manches. On a le droit d'avoir des thématiques. Là, comme aujourd'hui, on est dans le sud, il ne faut pas oublier qu'elle a fait les beaux-arts d'Odessa. Et donc c'est un univers. Elle a fait un univers artistique incroyable. Amis, plasticiens et amoureux de l'art ont répondu présents pour venir apprécier cette exposition. Valentina Ranem, une grande artiste, et ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. On est très heureux de la revoir à nouveau avec l'éclat de toutes ses couleurs et son thème de prédilection. Moi, j'adore son travail sur les Touaregs où il y a cet éclat de couleurs et de revoir son univers magique. J'aime particulièrement ce tableau qui est monochrome, qui est avec une impression de pas fini, avec du blanc en bas qui fait ressortir le visage et les yeux. Je l'aime beaucoup vraiment celui-là. Mais j'aime aussi les autres, avec les couleurs, différentes couleurs. Dans l'ensemble, c'est quand même une œuvre assez difficile, assez dure quand même, elle n'est pas du tout complaisante. C'est sûrement quelqu'un qui connaît très bien le Sahara, qui connaît bien l'origine de tous ces personnages qui sont exposés là. L'étoile de Valentina Ranem offre une vision authentique et poétique du Sahara algérien, de la culture touareg et témoigne ainsi du profond attachement de l'artiste à sa terre d'adoption. Une véritable immersion dans la réalité et les symboles touareg. L'exposition est visible jusqu'au 31 mai et à ne rater sous aucun prétexte.
Et voilà, très très belle exposition, toujours donc à jour jusqu'au 31 mai. Vous pourriez la visiter. C'est donc une exposition d'une grande artiste algérienne, Valentina Ghanem. Et c'est Lamia Boudbouda qui s'est intéressée à ce reportage. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'infographie, aux effets spéciaux, leur place dans le cinéma. Et paraît-il, ça a commencé par le dessin. C'est ce qui va nous confirmer ou pas notre invité, à savoir Sami Lamouti. Bonjour, bienvenue à vous. Marhaba. Merci de me recevoir. Alors, paraît-il que les effets spéciaux, l'infographie, ça a commencé par des croquis, par des tableaux, par des peintures. Ça a commencé par des artistes qui ont voulu... Déjà, ils ont commencé dans les cavernes à raconter des histoires, comme on a ici à Sefar ou partout en Algérie, et à augmenter ce que la nature a créé. On remonte à loin, on remonte déjà à 8000 ans. 15 000 ans même. 15 000 ans même, oui. Et ça a évolué jusqu'à la peinture, le cinéma et maintenant les effets spéciaux 3D. Voilà, alors vous, votre spécialité justement, c'est les effets spéciaux 3D. Alors les effets spéciaux 3D, c'est vrai que c'est pas une spécialité très épanouie, j'ai envie de dire, chez nous. Oui, pas encore. J'espère que... Alors j'aime bien le pas encore parce qu'il reflète beaucoup d'optimisme. En fait, les effets spéciaux sont partie prenante du cinéma. Même les films qui ne sont pas des films avec de gros budgets ont une grosse partie d'effets spéciaux. Donc, comme notre cinéma est amené à se développer, à avancer, c'est nécessaire que les effets spéciaux suivent avec. Comme ça, on n'aura pas à les importer de l'étranger, etc. Alors, justement, Sami, pour votre part, vous avez créé récemment une start-up, Saha Hana. Merci. Voilà, vous avez créé, donc félicitations. Et c'est une start-up qui s'intéresse justement aux effets spéciaux. Alors, avant de parler de la start-up, revenons d'abord au déclic qui vous a amené à la création de cette start-up, notamment votre participation aux Assises nationales du cinéma. Absolument. Quand j'étais invité aux Assises nationales au mois de janvier, ce qui s'est passé honnêtement, c'est que pendant le discours du président, une cloche dans ma tête a dit « Ok, maintenant c'est le moment d'investir dans les effets spéciaux parce qu'il y a une réelle volonté politique d'amener le cinéma à un autre niveau. Et ça ne peut pas se faire sans cette partie-là qui est les effets spéciaux. Alors j'ai commencé à m'enseigner. On m'a parlé des startups et tout, donc je suis revenu pour ouvrir un studio et c'est une start-up en fait. Je n'ai pas encore demandé de label start-up ou quoi que ce soit, mais ça va venir. Ça va venir effectivement. De toute façon, c'est un cheminement très naturel, parce que du moment que les facilitations sont là. Alors parlons un petit peu de ce métier, parce que c'est un métier à part entière, n'est-ce pas? Alors les compétences existent en Algérie? Oui, en fait, c'est plusieurs métiers, c'est voire des dizaines de métiers dans les effets spéciaux. Il y a des gens qui se spécialisent dans l'animation, d'autres dans les textures, d'autres dans les effets dans les effets, d'autres dans la programmation. En fait, c'est toute une industrie, c'est une industrie colossale. Et ici, on a bien sûr beaucoup de programmeurs, on a des designers, on a tout, mais on n'a pas cette organisation. D'ailleurs. Exact, il y a énormément de compétences ici. Il y a aussi beaucoup d'Algériens qui sont ailleurs, qui sont extrêmement compétents. Maintenant, il faut s'organiser pour avoir une industrie. L'idée, c'est de, comme on dit en anglais, kickstart l'industrie. Et après, c'est une industrie qui est florissante partout dans le monde et j'espère qu'elle le sera ici aussi. Alors, vous parlez d'une industrie à part entière. Qu'est-ce que vous entendez dire par une industrie donc, des effets spéciaux? Les effets spéciaux sont vraiment un domaine qui est très, très développé dans beaucoup de pays. Ils ont misé sur ça. Je ne parle pas juste des États-Unis ou du Canada ou de l'Europe. Même la Chine a misé sur ça il y a une quinzaine d'années. Maintenant, ils sont très, très bien positionnés dans ça. Les films qui sont produits là-bas, ils font les effets là-bas. Et ça va avec une autre industrie qui est celle du jeu vidéo. Parce que ce sont les mêmes outils. L'industrie du jeu vidéo est colossale. Elle est plus grande que celle du cinéma et de la musique réunie. Donc, vous pouvez imaginer les retombées économiques que certains pays ont grâce à ça. On a toujours cette image jeu vidéo, les enfants passent trop de temps sur les jeux vidéo. Oui, mais derrière ça, il y a une industrie de trillions de dollars. Donc, et puis, beaucoup de pays en profitent, mais nous, on consomme seulement pour l'instant. Il faudrait qu'on commence à en produire aussi. En produire et gagner, surtout derrière cette production. Absolument, c'est l'idée en fait. C'est l'idéal, au fait, aussi. Alors là, vous êtes venu avec un extrait que vous avez, auquel vous avez rajouté un petit peu ces effets spéciaux. On propose à nos téléspectateurs de le voir ensemble. Je pense que c'est des trailers sur des projets sur lesquels j'ai travaillé. Voilà. Alors le premier, c'est Il nous parle beaucoup, il s'agit de Tarzan, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Allez, on vous propose cet extrait, on se retrouve juste après.
Alors voilà, on se disait, est-ce que vous connaissez beaucoup de stars américaines finalement? Non, nous, on passe le temps devant les ordinateurs, Devant les à créer ordinateurs. les choses. On n'est pas dans le star system. Ah, c'est un peu. On crée juste la magie derrière. C'est un peu le cordonnier mal chaussé là, hein, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. En fait, on passe beaucoup de temps avec eux, mais via l'ordinateur. Alors, on revient à l'extrait justement de Tarzan. Vous l'avez réalisé vous-même? Non, alors parlez-nous un peu non, pas réalisé. J'ai participé à un film. Vous savez que D'accord. faire un film avec des effets spéciaux, on était des centaines de personnes dessus. Ce n'est pas une seule personne qui va le faire. Comme je disais tout à l'heure, c'est colossal comme travail et ça a pris plus d'1 an de travailler sur ça. Donc, ce sont de grosses équipes, d'où le besoin de s'organiser ici, de s'organiser avec la formation pour avoir assez de gens qui sont formés pour travailler dans le domaine, pour prendre un gros projet. Si demain en Algérie, on a un gros projet de film et qu'on veut faire les effets spéciaux ici, on aura nécessairement besoin de beaucoup de personnes compétentes. Voilà. Donc là, vous précisez un peu la formation. Donc ça reste quand même un levier très important, la formation déjà pour, encore une fois, transmettre un peu le savoir-faire. En fait, c'est nécessaire maintenant. Beaucoup d'universités américaines, notamment ou anglaises, ont misé sur des programmes de formation dans le domaine qui ont beaucoup de succès. Et donc, c'est nécessaire. Il faut que les jeunes apprennent quelque part, qu'ils aient cette méthodologie, qu'ils aient ces connaissances, qu'ils aient tout ça pour pouvoir occuper des postes et développer un marché. Parce que si on a un gros marché maintenant et qu'il n'y a pas de gens pour travailler, c'est un problème. Comme si on n'a rien fait. Finalement, donc la formation est nécessaire. La formation travaille avec les institutions privées, les studios, et avec les institutions gouvernementales. Et puis comme ça, on crée un écosystème. Nous avons un autre extrait, on me dit, d'un autre personnage qui nous parle beaucoup, Mowgli, cette fois-ci. On n'est pas très loin de Tarzan. C'est l'un des derniers projets sur lesquels j'ai travaillé. Un autre extrait qui nous parle beaucoup. Alors vous nous dites qu'il faut au moins une centaine de personnes pour pouvoir faire ces effets spéciaux, même plus, minimum. Donc on comprendra que finalement c'est très micro-spécialisé. Lorsqu'on parle de beaucoup de personnes qui participent à... Par exemple, dans ce projet, il y a des gens qui sont spécialisés en animation de gorilles. Parce qu'évidemment, les gorilles qu'on voit là n'existent pas. On ne peut pas contrôler des gorilles, leur dire de faire les acteurs. Donc, ils sont tous... Après, le mouvement est tellement gracieux. Exactement. Donc, il y a des gens qui ont étudié l'animation, les mouvements des gorilles pendant des semaines, voire des mois, et qui ont essayé de les reproduire en animation. Et presque tout ce qu'on a vu n'existait pas. Même la jungle n'est pas une vraie jungle. Donc, c'est en studio, c'est à l'intérieur et tout l'arrière-plan est fait en 3D. C'est impressionnant. Hein? Oui, la chute qu'on a vue n'est pas réelle. En fait, rien n'est réel. Les singes ne sont pas réels. Beaucoup d'éléments ne sont pas réels. Oui, mais là, c'est la déception après. Hein? Non, c'est pas la déception. On arrive à raconter une histoire. Si, par exemple, demain, un réalisateur algérien veut raconter une histoire qui se passe dans l'espace, qui se passe dans un volcan ou quelque chose, il faut qu'il ait la technologie et les moyens de le faire. Voilà, et surtout que ce sont des éléments qui sont inspirés de la réalité, qui sont inspirés de la nature. Et c'est vrai que les effets spéciaux nous aident aussi à remonter le temps. On a parlé un petit peu des hommes préhistoriques qui ont déjà commencé à faire des graffitis. Voilà. Alors, nous avons un autre extrait justement de Mowgli qu'on vous propose de voir. On se retrouve juste après. Bagheera, pourquoi ne suis-je pas comme les autres? Tu es unique, petit frère. Tu as des bras, alors serre-t'en, saute! Oh, voilà! Dégage de là! Tu devrais pas te laisser marcher dessus comme ça. Les loups s'habitent toujours ensemble. Sauf que lui, c'est pas un loup. J'ai bien vu comment tu regardes le village. Mowgli, tu es des leurs. Alors, comment on peut raconter, vous le disiez, les animaux qui parlent sans utiliser les effets spéciaux? Oui, comment raconter l'histoire de Mowgli avec des animaux qui parlent, avec des animaux qui ont des expressions humaines et tout. Donc, c'est grâce à la technologie qu'on a aujourd'hui qu'on peut le faire. Oui, mais c'est beaucoup de recherche aussi. Oui, c'est énormément de recherche parce que, par exemple, pour Bagheera, il fallait faire de la capture faciale, de la capture de mouvement d'un humain, humain, d'accord. Les transmettre sur les mouvements et la grâce d'une panthère.
Oui. Donc ça, c'était un défi, mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui observent, c'est du travail d'artiste, vraiment. Oui, c'est un travail de chercheur, un travail d'artiste, de patience, de patience, de technologie. Oui. Effectivement, parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde, le film, on est en pleine immersion hein, dans le film. Donc on ne remarque pas finalement... On y croit. On y croit. C'est ça, c'est le but. C'est quand on commence à voir un film, on y croit. Même chose dans le jeu vidéo. On est dans ce monde-là, on croit dans la véracité de ce monde-là comme il est. Pendant un instant, quand on consomme ce jeu ou ce film. Voilà, une évasion pendant un instant T. Et puis, alors, c'est un film qui a été nommé au Saturn Award? Je pense qu'il a été nommé. Je ne sais pas s'il a gagné des prix, mais il a eu beaucoup de nominations. Donc, voilà. Et vous, donc on a parlé des micro-spécialités. Quelle a été votre spécialité, votre contribution dans le film? C'était le layout, c'est-à-dire le placement de tous les éléments dans le film en 3D, le layout 3D, aussi les caméras 3D, parce qu'on va recréer la caméra réelle en caméra 3D pour ce qu'on appelle l'ancrage ou le tracking. C'est que si la caméra 3D bouge, c'est comme la caméra, c'est un peu technique, mais... Oui. Alors là, il y a notre ami Manel qui m'avance un chiffre impressionnant par rapport au film de Mowgli. Paraît-il, sur les 1300 plans qui ont été pris, 1700 plans qui ont été pris, il y a 1200 effets spéciaux. Oui, absolument. C'est énorme. Comme je vous disais, les effets spéciaux sont partout dans les films. Même dans une scène simple comme ça, c'est juste une table et deux personnes qui parlent. Dans les effets, on va changer l'arrière-plan, on va arranger quelque chose sur l'acteur, on va mettre un autre bouquet de fleurs sur la table, etc. Donc, c'est vraiment partout qu'on les voit. Alors, c'est quand même, on le disait, un travail de recherche, c'est un travail de patience, aussi un travail de technologie. Comment comptez-vous donc transférer tout ce savoir-faire dans l'industrie cinématographique algérienne? En fait, ça sera étape par étape. D'abord, il va commencer. L'idéal, ce serait de commencer avec un projet formateur, c'est-à-dire que s'il y a un projet commercial, un gros projet où on va avoir des personnes, des leads, qu'on appelle des leads, avec des étudiants ou des stagiaires qui vont apprendre. Donc, c'est pas en 6 mois, en 1 an qu'on va avoir une industrie. Ça prend 3, 4, 5 ans. C'est pas très long pour avoir une industrie viable. Et en même temps, on peut lancer l'industrie du jeu vidéo aussi en même temps parce que ce sont en fait les mêmes outils. Il y a beaucoup de pays qui ont lancé une industrie avec un seul film. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, c'est grâce au Seigneur des Anneaux qu'ils se sont lancés. Mais ça, c'est une légende aussi. Oui, mais avant, l'industrie des effets spéciaux en Nouvelle-Zélande, c'était pas vraiment connu ou quoi que ce soit. La Chine avec Tigre et Dragon, même l'Inde, il y a 10 ans avec Bahu Bahun, j'oublie un peu le titre, mais maintenant, ils ont toute une industrie. Ils ont voulu lancer ça, ils ont voulu investir et maintenant, c'est notre tour. C'est notre tour, effectivement. Donc, on espère que ça va se concrétiser bientôt, d'autant plus que votre start-up est déjà en marche. Oui, la start-up existe. Maintenant, on attend les projets. Mais on pousse dans ce sens et on pousse aussi d'autres studios qui font peut-être des graphismes ou du montage à aussi se lancer dans ça parce que ce n'est pas juste une seule start-up qui va lancer une industrie. Certainement. Et aussi, on travaille de manière très proche avec les gens qui font déjà du jeu vidéo ici en Algérie et peut-être développer tout ça. C'est ce qu'on espère. On a beaucoup de jeunes qui rêvent de travailler dans ces industries. Alors, si on a la jeunesse, on a la volonté politique, il reste juste à mettre un peu d'argent et ça va rouler. Inch'Allah, en tout cas, on espère beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. On vous retrouve très bientôt, Inch'Allah, avec un projet. Inch'Allah, bientôt. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, Sami Lamouti, d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle, vous êtes spécialiste en effets spéciaux. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous. On continue, on va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, je vous propose donc de cette exposition donc à l'occasion du mois du patrimoine, un sujet signé Nawal Benjilali. On se retrouve juste après. L'Algérie et la Slovénie misent sur le cinéma pour rapprocher leurs deux cultures. À travers des projets communs, l'image devient un langage universel, révélant la richesse historique et artistique des deux pays, ouvrant la voie à une coopération durable. C'est ma première visite en Algérie pour présenter mon film et je suis très impressionnée par la beauté de ce pays et par l'hospitalité de son peuple. J'ai parcouru la ville et cela m'a donné envie d'y vivre.
Le cinéma nous a ouvert la voie à une coopération et à des productions communes. Dans ce magnifique pays, il existe de nombreuses similitudes entre l'Algérie et la Slovénie. Je tiens à souligner que les perspectives de coopération et d'échanges fructueux entre nous sont multiples, et nous travaillons à diversifier et à approfondir les relations entre nos deux pays. Le cinéma slovène, avec la qualité de sa mise en œuvre et la finesse de ses récits, apporte un souffle nouveau qui capte l'attention des cinéastes algériens. Une rencontre artistique riche où le patrimoine cinématographique algérien s'ouvre aux influences de l'Europe de l'Est. Nous sommes là pour nous inspirer. Pour les étudiants en cinéma, c'est très important. Ce type d'initiative permettra le rapprochement entre les peuples algériens et slovènes. Nous sommes impatients de lancer la projection de films algériens dans les salles de cinéma en Slovénie. C'est bien pour nous نتعلموا ثقافة البلد أخرى ونتعلموا de nouvelles choses et de nouvelles langues تانية. L'Algérie et la Slovénie partagent d'excellentes relations politiques et diplomatiques, ouvrant la voie à un renforcement de la coopération culturelle, académique et scientifique. Une dynamique qui rapproche les peuples et sert les intérêts de deux pays. Et voilà, de retour sur le plateau. Et cette fois-ci, donc, vous l'auriez compris, elle est déjà parmi nous, Samira. Samira, bonjour. Bonjour, Nour. Comment ça va? Alhamdoulilah, très bien. Ça se passe bien? Oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, tu vas nous emmener du côté de Tiaret? Non, plutôt du... Enfin, ça peut être sur Tiaret, non, mais pas Tiaret, pas du tout. C'est entre Chlif et Rolizane, dans le haut du Dahra. Très bien. Et ce sera juste après cela. Et pour nous faire découvrir un autre Timissi, oui. Un autre... Allez, vas-y, un autre site. J'allais... Vas-y, pressé. Passionné. Oui. Allez, vas-y. Vas-y. Non, j'allais dire pour nous faire découvrir un autre monument archéologique, patrimoine, voilà. Alors, un site archéologique qui s'étend sur 1000 mètres, 1 km, sur 200 à 300 mètres de largeur aussi. Donc, une cité, on va dire, une forteresse qui se trouve dans le haut du Dahra, Timissi, ou alors le château des Marilla, voilà, ou la Qal'a. En français, château. Qal'a pas tel qu'on l'imagine, mais château pas tel qu'on l'imagine, mais une qal'a avec des remparts fortifiés, avec des remparts, des tours de vigie, des. Qal'a, c'est forteresse, non? Forteresse, oui. Mais pas château. Je veux dire château, pas tel qu'on l'imagine, un château du Moyen Âge en Europe, mais en Algérie, fondé par Deloul ibn Hamad, donc Hamad Hamadi. On sait que le fils de Boulorine est passé là-bas pour s'y réfugier lorsqu'il était en Bisbis, il était en guerre avec son neveu Badis. Il s'y est réfugié jusqu'à la mort de Badis et il a aussi fait des choses là-bas, c'est-à-dire construire l'expansion de cette qal'a. Pourquoi c'est important? Alors c'est un lieu d'abord, avant d'appartenir au Moyen-Âge, il appartient déjà à la base aux Berbères qui ont accueilli les Puniques, qui ont accueilli plusieurs, on va dire, civilisations, plusieurs dynasties. C'est un site qui mérite d'être restauré, protégé, conservé. C'est un site qui raconte une partie de l'histoire de la région. On est dans l'Oranien, on va dire. En fait. On est dans cette partie. Et on est dans le Dahra qui est très important. Voilà. On voit les monts du... Alors, les pièces qu'on voit, c'est des pièces qui ont été frappées par les... pièces très anciennes, inédites aussi. Elles sont dédiées au roi Bocchus, pardon. Voilà, donc ça rappelle aussi qu'on est sous l'empire de Césarée, de la Mauritanie de Césarée. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut voir là-bas? On peut voir, il y a énormément de choses qui sont creusées dans la roche. Il y a des stèles, on peut y voir des croissants de lune parce que c'était le culte. Voilà. Ibn Khaldoun l'a mentionné dans ses écrits en la nommant en fait Igri. Alors il y a une plaine qui est, la région est connue pour le blé, la culture du blé, la culture des oliviers pour l'huile d'olive. En fait, tout ça existe déjà dans l'Empire. Tous ceux qui sont venus depuis le début de l'histoire sont venus pour toutes ces richesses, c'est-à-dire le blé et principalement le blé, les minerais et l'huile d'olive.
Ça marchait très fort jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oui. C'est quelque chose de précieux pour l'humanité. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste des remparts fortifiés. Il reste beaucoup de stèles. Il reste tout un cimetière punique où a été recensé alors, de 300 à 400 tombes. C'est aussi cité, la ville est citée par Pliny. Très belle région, très belle vue aussi. Et puis c'est un site archéologique. À préserver. Mais chérie, à préserver. Voilà. Là, j'ai touché le point faible de Samira. Mais chérie, à préserver. On est en plein mois du patrimoine et il est très important de le préserver. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui... On ne s'installe pas par hasard dans les régions ou sur certains lieux, dans certains lieux. Les gens s'installent autour et puis ils vont, puisque c'est des musées à ciel ouvert, hein, c'est des sites en plein air. Parfois, ils prennent les pierres comme ça, ils agrémentent. Et on j'étais gentille, j'ai dit pique-niquer, alors... Ils prennent les pierres comme ça, ils vont agrémenter leur façade extérieure. On peut le voir. Alors ça, c'est passé avant 1962. Ça, c'est toujours passé. C'est pas aujourd'hui qu'ils le font seulement. Certains, ils décorent. À Tixirt, on peut voir les stèles votives sur les façades de villas. Mais ça, c'était pendant la colonisation. C'est très joli. On va dire c'est le décor urbain. Oui, mais entre-temps, voilà. Mais entre-temps, ce sont des pièces de puzzle qu'on est en train de finalement d'éloigner de la réalité. La première, je veux dire, altération, c'est que dès qu'on déplace un objet de son site originel, on efface son histoire. C'est comme si il avait tout perdu, on ne sait plus. Et avec le temps, on oublie. C'est-à-dire, même si c'est documenté, on oublie ou... Certains ne sont même pas documentés, donc c'est perdu. Qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir des citernes. Elles sont creusées à même le roc. C'est ça qui est intéressant sur ce site. Pratiquement tout est creusé à même le roc. C'est un atout pour la ville de Chlef qu'il faut visiter. Chlef, c'est la Tingitane sous l'Empire mauritanien et romain. Il y a énormément de sites. C'est une ville qui est un peu... on va dire, les gens, quand ils vont à Oran, passent par Chlef ou s'arrêtent à Chlef. Ce qui serait intéressant, c'est vraiment de mettre la lumière sur le patrimoine de cette région qui est immense et riche. Effectivement. Donc, c'était Timissi que tu nous as fait découvrir aujourd'hui. Exactement. Oui, Timissi ou Ygri ou le château des Marilla. Alors, Marilla de Loul, mais aussi on est sous le règne des Beno Ifren. Donc, à l'époque, il y avait une organisation, les gens se battaient. Ibn Khaldoun a fait, dans son périple, a traversé, a vécu avec plusieurs tribus et il a raconté, il est venu justement de Tiaret pour faire le lien. Les archéologues pensent que toutes les routes étaient reliées, c'est-à-dire de Chlef à Tiaret par exemple. En fait, tout ça, il y avait des voies commerciales, des voies aussi où il y avait des batailles, des guerres, puisqu'ils étaient en pratique pratiquement tout le temps en guerre pour des terres. Pour les territoires. Les territoires, exactement. Voilà. Donc, alors, tu nous rappelles juste, nous sommes à quelle époque? On est pour la Qala des Oui, on est au XIe siècle. Voilà, donc, mais l'histoire de la région, elle est plus ancienne que ça. Beaucoup plus ancienne, oui. Voilà, c'est juste que ce sont les restes de la Qala des Marilla. Mais le site est plus ancien et ça mériterait d'être fouillé et peut-être que des choses seront découvertes. Les tombeaux puniques existent, donc on a déjà la période punique et certainement sous les décombres, il y a des choses à faire, à protéger. On va dire l'alerte a été donnée par les archéologues pour que le site soit protégé, parce que comme ceux de Tixirt, comme ceux de Tipaza, se trouvent dans un milieu urbain. C'est-à-dire il y a des habitations autour, des routes, et ça peut nuire en fait. Il faut les garder, c'est bien, ça fait des haltes touristiques. Culturelle aussi, ça agrémente, parce que c'est dans la carte touristique et il faut les protéger. Il faut les protéger parce que c'est vrai que lorsqu'on a un tourisme de masse, à un moment donné, ça risque aussi de détériorer encore plus certains sites. Ils peuvent disparaître. Ils peuvent disparaître, effectivement. Voilà, et ce serait dommage. Donc c'est bien une halte touristique, mais avec protection. On n'a pas l'habitude de parler beaucoup de Chlef.
Oui. Ou de Rolizane d'ailleurs. Donc, Rolizane peut-être un peu moins, Chlef peut-être un peu plus. Un peu plus. Voilà. Les vacances. Les vacances. Parce qu'il y a la région s'y prête en fait. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est un endroit paradisiaque. Et puis il y a les légendes de Mama Binette. Exactement. Oui. Donc, voilà. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci Nour. Samira pour ce beau voyage que tu nous as proposé comme chaque vendredi. On se retrouve dimanche. Alors dimanche avec Amel Almi et lundi avec Amel Almi. Et lundi toujours avec Amel. Et vendredi prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup Samira. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Avec grand plaisir, je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Au revoir.